Bonjour, voici enfin venu le mois de juin et un autre bulletin Info-Témis pour cette semaine. En manchette dans nos actualités pour TVC9 et Témis TV. Les policiers de la Sûreté du Québec recherchent un ou des pyromanes au service du crime organisé à Val-d'Or. La pluie se fait rare et menace nos forêts. Et la foire gourmande quitte le bord du lac et annonce 2 jours de festivités. D'abord, on débute avec un homme de 49 ans de Kirkland Lake qui doit répondre à plusieurs accusations liées au trafic de drogue et aux armes à feu après une importante opération policière menée par la police provinciale de l'Ontario. Le 19 mai 2026, l'unité des enquêtes sur les crimes de rue de la région du nord-est de l'OPP, appuyée par l'équipe d'intervention d'urgence et le détachement de Kirkland Lake, a exécuté un mandat de perquisition dans la municipalité. Les policiers ont saisi du fentanyl et de la méthamphétamine en cristaux présumés dont la valeur est estimée à plus de 176 000 $. L'accusé est détenu après son arrestation et comparaît devant la Cour de justice de l'Ontario à Kirkland Lake le 4 juin. Et la Sûreté du Québec intensifie son enquête sur les incendies criminels qui ont coûté la vie à 3 personnes à Val-d'Or. Le corps policier lance un appel à la population pour le retrouver là où il est responsable. On en appelle à la population et à la Sûreté du Québec qui pourraient, les auteurs pourraient être liés au crime organisé. On vous le rappelle, les enquêteurs du service des enquêtes sur les crimes contre la personne cherchent à recueillir des témoignages et toutes les informations concernant ces 4 incendies suspects survenus entre le 26 et le 30 mai dernier. Les proches et les connaissances des victimes aussi, des incendies qui sont survenus dans la nuit de jeudi à vendredi au centre-ville notamment. Ces gens espèrent rencontrer les citoyens susceptibles d'aider l'enquête. D'ici là, toute information peut être transmise à la centrale de l'information criminelle de la Sûreté du Québec en appelant le 1-800-659-4264. Parallèlement, un élan de solidarité s'est manifesté envers les victimes. Une campagne GoFundMe a déjà recueilli près de 9 000 $ pour soutenir les proches de Jonathan Bailey et de sa fille Mia, 15 ans. Ils ont été retrouvés dans les décombres d'un bâtiment incendié près du commerce Bérexport. Une troisième victime, Serge Ayotte, responsable de l'entretien au restaurant Valentine, a aussi perdu la vie dans ces événements tragiques. Et l'interdiction de faire des feux à ciel ouvert en forêt ou à proximité est entrée en vigueur lundi dans plusieurs régions au Québec, dont l'Abitibi-Témiscamingue et une partie du nord du Québec, en raison des conditions favorables aux incendies de forêt, la sécheresse, il va sans dire. La mesure a été décrétée par le ministère de la Sécurité publique en collaboration avec la Sopfeu. L'ensemble des MRC de l'Abitibi-Témiscamingue est visé par l'interdiction, tout comme plusieurs secteurs de l'Algémésie et Itchy dans le nord du Québec. Il est désormais interdit d'allumer ou d'entretenir un feu à ciel ouvert ou même de se trouver sur les lieux où un tel feu est allumé. Selon la Société d'exploitation des feux contre les feux de forêt, 2 incendies sont actuellement en activité dans la province, mais ils sont contenus ou maîtrisés. Depuis le début de la saison, 177 incendies ont touché 180 quelques hectares de forêt comparativement à une moyenne de 206 incendies et près de 88 000 hectares brûlés à la même période au cours des 10 dernières années. Les autorités rappellent que toute personne qui contrevient à l'interdiction s'expose à des amendes assez élevées prévues par la loi sur la sécurité incendie. Et de l'eau, passons du feu à l'eau, je devrais dire, tous deux qui évoquent leur part de danger, on le sait. C'est pourquoi la MRC de Témiscamingue lance une campagne de sensibilisation à la sécurité nautique pour rappeler aux citoyens, villégiateurs, touristes que la prudence demeure essentielle sur les quelques 5000 lacs et rivières sur le territoire. L'initiative qui met l'accent sur la prévention et la responsabilité individuelle lors des activités nautiques. La campagne survient alors que la saison estivale débute et que les plans d'eau du Témiscamingue attirent pêcheurs, plaisanciers et amateurs de sports nautiques. La MRC souligne que les services incendies municipaux ne disposent pas de la formation spécialisée ni l'équipement nécessaire pour effectuer des sauvetages nautiques ou sur glace de façon sécuritaire.
Le préfet de la MRC de Témiscamingue, M. Martin Lefebvre, rappelle que les ressources spécialisées ne sont pas disponibles partout ni en tout temps, d'où l'importance de bien préparer ces sorties et de respecter les règles de sécurité. La campagne invite notamment les usagers à porter une veste de flottaison individuelle, à éviter la consommation excessive d'alcool, à vérifier leur équipement, à informer un proche de leur itinéraire et à apporter un moyen de communication fonctionnel. La MRC encourage aussi la population à adapter ses activités à son niveau d'expérience et aux conditions sur l'eau. Des outils et conseils supplémentaires seront diffusés au cours des prochaines semaines sur le site de la MRC de Témiscamingue. Et des travaux de reconstruction d'un ponceau entraîneront une circulation en alternance sur le chemin de Moffett à La Tulipe à Moffett d'ici le 9 juin. Le ministère des Transports et de la Mobilité durable indique qu'une voie sur deux est fermée en semaine entre 7h30 et 17h au niveau d'un ponceau qui est à environ 625 mètres au sud de l'intersection avec le chemin de la Petite-Russie. La circulation est dirigée par des feux de chantier. Le ministère précise que les travaux pourraient être reportés, prolongés, annulés en raison des conditions météo ou de contraintes d'opération. Les automobilistes sont invités à consulter Québec 511 afin de suivre l'évolution des entraves et planifier leur déplacement. La source est la Direction générale de l'Abitibi-Témiscamingue du ministère des Transports et de la Mobilité durable. Et d'ailleurs, notons que la direction régionale qui annonçait ce printemps des immobilisations importantes financières pour la mise en place de nombreux travaux dans le territoire témiscamien, chantier annoncé dans ce bulletin au fil des semaines, a souligné l'apport des hommes et des femmes du secteur témiscamien pour assurer leur mise en œuvre. Le directeur régional Philippe Lemire le soulignait récemment en entrevue. Philippe Lemire, vous êtes le directeur régional de Transport Québec. Nous sommes au Témiscamingue, TV Témis, et on aime bien évidemment que les organisations nous parlent de notre secteur de la région qu'on apprécie tous et pour lequel on a des demandes aussi. Le Témiscamingue n'est pas en reste dans les annonces parmi la somme de 275 millions de dollars annoncés aujourd'hui. Définitivement pas. Bien au contraire. On a des projets de réfection qui se poursuivent sur la 101. Puis des projets de structure aussi. On sait qu'il y avait certaines structures qui démontraient des déficiences. On parle de ponts qui viennent peut-être nuire au développement économique. Là, on les adresse. On est en train d'avoir une campagne pour redresser ce déficit de maintien d'actifs-là. Aussi, la bonne nouvelle pour le Témiscamingue, c'est que notre centre de service de Ville-Marie au niveau de la main-d'œuvre se porte très bien. On a des gros défis de pénurie de main-d'œuvre ailleurs en région, mais Ville-Marie, pour l'instant, ça se porte encore bien. Ce qui fait en sorte qu'on a des équipes qui sont très efficaces sur le terrain pour maintenir nos actifs. Puis aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on a formé, par exemple, on a des équipes d'intervention sur les structures, on a aussi des équipes d'intervention en pavage. Donc, on fait du travail en régie. Ça nous permet d'augmenter le nombre d'interventions sur les équipes. Et la 53e édition de l'Expo agricole du Témiscamingue se déroule du 5 au 7 juin à Saint-Bruno-Guigues avec une programmation diversifiée mettant en vedette compétitions agricoles, expositions animales, courses de tracteurs et activités familiales. Sans oublier jeudi soir 19h le bingo et le vendredi soir l'humoriste Phil Brown. L'événement débutera vendredi officiellement avec l'ouverture de l'exposition, le concours Cowboy Challenge, la visite de la mini-ferme, une soirée dansante animée par DJ Simon Maillet et l'humoriste Phil Brown le vendredi soir. Auparavant, on vous le rappelle, un bingo a lieu jeudi. Le samedi sera marqué par les jugements d'animaux, le parcours des grains, le concours homme-fort ainsi que les populaires courses et tirs de tracteurs et de camions. Les activités se poursuivront dimanche avec les compétitions équestres, les jugements bovins et caprins ainsi que les tirs de tracteurs. Parmi les nouveautés de l'édition figure la présentation d'un tracteur de tir modifié qui sera à voir en démonstration samedi et dimanche. Les organisateurs invitent la population à découvrir le savoir-faire agricole de la région et à profiter d'un rendez-vous familial survenu est devenu une tradition au Témiscamingue.
Une autre tradition dans la région, la foire gourmande de l'Abitibi-Témiscamingue du nord-est ontarien, revient à Ville-Marie du 14 au 16 août avec une 24e édition renouvelée, marquée par un changement de site, des spectacles gratuits et plusieurs nouveautés gourmandes. Cette année, la foire s'installe dans le stationnement de l'Aréna de Ville-Marie et devrait retrouver son week-end habituel et va retrouver officiellement son week-end habituel du mois d'août. Les exposants accueilleront les visiteurs les vendredis et samedis entre 11 le matin et 21 heures. L'accès au site, au kiosque et au spectacle sera gratuit pendant toute la fin de semaine. Les organisateurs qui ont confirmé l'abandon du système de bracelet à puce à la demande des exposants. La programmation musicale fera place à plusieurs artistes régionaux. Medley Band montera sur scène le vendredi soir. Northlander assurera le spectacle du samedi et des DJ animeront aussi les soirées et d'autres noms devraient s'ajouter là bien prochainement. Un souper gastronomique 5 services sera présenté samedi soir et un brunch signé thème sucre, on va sucrer bec, est prévu le dimanche matin. Des ateliers culinaires, dont une activité de création de cocktails et mocktails animés par Christelle de la station de ludique feront aussi partie de la programmation. Les organisateurs mettront enfin en place un service de raccompagnement en soirée pour assurer la sécurité des festivaliers. Quelques mots là-dessus. Frédéric, on a eu l'air d'avoir plusieurs ennuis budgétaires cette année du côté de la Foire gourmande. Est-ce que tu peux me parler des options qu'il y avait pour la Foire gourmande pour cette édition 2026? Oui, en fait, ça fait quelques années, là, je dirais depuis la pandémie, que c'est plus difficile. Il y a des dettes qu'on traîne à chaque année. On essaye de récupérer ça. C'est sûr qu'on a perdu quelques subventions dans les dernières années. Les coûts de production pour monter un événement, que ce soit la location de chapiteaux, l'électricité, tout ça, bien, ça augmente à chaque année aussi. Puis les revenus ne suivent pas nécessairement. Fait que c'est ça qui devient dur à combler. Fait que là, cette année, c'est ça, on avait comme le choix de réduire de beaucoup ou de juste pas en faire. Puis on voulait pas que la foire quitte, donc on a choisi de réduire notre budget. Puis on essaie de se replacer pour, dans un monde idéal, pour revenir comme c'était dans les prochaines années. Le changement de location de la Foire gourmande, ça va faire réagir. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux gens qui vont peut-être être inquiétés du fameux bord de l'eau là, à Ville-Marie? C'était emblématique. Là. Oui, la foire au bord de l'eau, c'était très emblématique de Ville-Marie, comme tu dis. Les gens appréciaient ça. Mais tu sais, on monte un festival dans la rue de zéro avec aucune installation. Fait que c'est là qu'on vient sauver beaucoup de coûts en se déplaçant dans le stationnement de l'Aréna. Oui, on n'est pas à la même place, il n'y aura peut-être pas autant la vue du lac comme il y avait avant, mais on va s'arranger pour que ça soit une foire aussi conviviale que les dernières années. Puis on va avoir le brunch le dimanche matin sur le bord de l'eau pour garder ce petit côté-là. En terminant, tu as parlé justement du brunch. Qu'est-ce qui va changer concrètement? Parce qu'on passe quand même d'un budget de 750 000 à 250 000 $. Qu'est-ce qui va changer concrètement pour la foire gourmande? Et le but, c'est que ça ne paraisse pas pour les visiteurs. C'est vraiment que ça ait l'air d'une foire normale, là, si je peux dire. On a coupé, comme j'ai dit, je présentais tantôt, on a enlevé le système de bracelet. Fait que ça, déjà, c'est un gros coup. En changeant de site, moins besoin de chapiteaux, d'électricité, comme je parlais tantôt. On a réduit beaucoup le budget des spectacles, fait que ça a réduit le budget technique aussi. Fait que c'est plein d'endroits comme ça qu'on est capable d'aller couper, puis d'offrir l'accès gratuit à tout le monde, inciter les gens à venir, qui viennent consommer sur le site, puis que ça nous rapporte ultimement aussi. Jessica, ça a semblé changer la programmation 2026 pour la foire gourmande, même dans les spectacles musicaux. Est-ce que tu peux nous en parler? Qu'est-ce qui va se passer en 2026 pour la foire gourmande niveau musical? En fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on change de site. On change de site pour réduire les répercussions du son dans Ville-Marie. On change de site aussi pour assurer une meilleure fluidité. Qu'est-ce qui se passe au niveau des spectacles? On revient à l'essentiel, comme notre slogan le dit. On revient à l'essentiel, donc on revient avec des groupes d'ici, ce qui engendrait beaucoup de coûts avec des groupes de l'extérieur. C'est au niveau de l'hébergement, qui est un enjeu très particulier. Donc l'hébergement cette année sera destiné aux festivaliers et non aux artistes. Donc qu'est-ce qui va se passer avec la visibilité? Quel genre de nom est-ce qu'on va accueillir ici à Ville-Marie pour l'été 2026? Pour l'été 2026, on va accueillir le Medley Band qui vont présenter leur spectacle rétrospectif qui va présenter de la musique des années 80 à aujourd'hui. C'est un groupe principalement témiscamien. Pour le samedi, nous accueillerons Northlander qui, eux, est un groupe de Rouyn-Noranda qui fait des notes un peu plus métal, punk rock, je dirais.
Et la municipalité de Notre-Dame-du-Nord tenait un forum sur la sécurité publique, la santé et l'itinérance le 2 juin. Hier, la municipalité réunissait les acteurs du milieu et la population autour des enjeux de sécurité, de santé mentale et d'itinérance. Une rencontre sur invitation a réuni des représentants des secteurs de la santé, services sociaux, organismes communautaires, corps policiers et milieux autochtones. On souhaitait identifier des pistes d'action adaptées à la réalité locale. Une séance publique de concertation en soirée a permis d'échanger sur les propositions et les préoccupations citoyennes, des recommandations issues du forum qui seront remises à nul autre que le ministre de la Sécurité publique du Québec, Yann Lafremière, lors de sa visite à Notre-Dame-du-Nord qui est prévue plus tard ce mois-ci. Martin, qu'est-ce que vous retirez de ce forum à Notre-Dame-du-Nord? Je trouve que c'est une belle façon de venir ensemble pour essayer de changer les choses. C'est bien de voir que la municipalité ainsi que d'autres organismes s'arriment ensemble pour essayer de dire on a clairement une problématique, qu'est-ce qu'on en fait maintenant, puis quelles sont les pistes de solution. Je trouve ça fantastique. Est-ce qu'il y a du jugement dans ce qui s'est fait pour contrer tout ça? Parce que... Non, je vous dirais qu'à soir, ce que j'ai vu, c'est que des gens qui voulaient comprendre, puis des gens qui expliquaient ce que leur organisme pouvait faire pour telle ou telle situation. Mais non, j'ai pas senti aucun jugement. J'ai senti vraiment qu'il y avait un vouloir de changer les choses. Et parmi les participants, des solutions? Oui, on est après essayer de trouver une façon de faire un campement, de localiser ces gens-là dans une place où on serait peut-être capable d'avoir plus de services à leur offrir. Puis en même temps, là, ça permettrait un petit peu de les enlever sur le territoire où c'est plus difficile, où ça fait peur à certaines personnes. Fait que d'avoir leur espace à eux, là, je pense que ça pourrait être une piste de solution. Monsieur le maire et vous et tous les membres du conseil, de la population en général, vous aurez certainement besoin des gens en haut lieu. Il y avait des gens de la sécurité publique, des paramédics ici aujourd'hui, mais je parle du gouvernement. Est-ce que vous êtes confiant et confiante d'obtenir de l'aide? On est confiant. On sait qu'il y a des délais, des fois, qui sont pas ceux qu'on souhaite avant d'avoir les rencontres qu'on attend. Mais je pense qu'on a quand même la preuve aujourd'hui qu'à plus petite échelle, on peut faire des choses. T'sais, oui, on veut l'appui du gouvernement et tout, mais on a quand même, dans nos petits milieux, la chance d'avoir des belles opportunités qui se présentent à nous si on collabore ensemble. Michel Vaillant, maire de Notre-Dame-du-Nord, journée fructueuse pour vous et les gens qui ont participé? Oui, tout à fait. On avait une trentaine d'intervenants qui ont répondu à l'appel de la municipalité de Notre-Dame-du-Nord pour justement établir un constat et voir qu'est-ce qu'on peut faire de concret à Notre-Dame-du-Nord dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, pour améliorer la situation, tant au niveau de la sécurité publique, de la santé mentale, qui comprend aussi les problématiques de consommation de drogue, et face à l'itinérance. Ce qui a été bien, en fait, c'est aussi pour les citoyens, et c'est ce qu'on va leur communiquer aussi tout à l'heure, c'est qu'il y a déjà des choses qui sont en place. On les voit peut-être pas, mais il y a déjà des choses qui se passent. Il y a déjà des actions qui sont mises en place par les différents organismes, le groupe Image, le CGET, le CISAT pour la santé mentale et les problèmes d'addiction. Alors, de rassurer la population au fait qu'il y a des choses. On a aussi appris quand même que l'itinérance, on en voit plus, oui, mais on ne s'attendait pas à apprendre aujourd'hui que dans les dernières années, on a eu une augmentation de 112% du nombre d'itinérants répertoriés dans la région Abitibi-Témiscamingue. Et c'est arrivé de façon quand même assez fulgurante et aussi pour Notre-Dame-du-Nord. Et donc, il faut immédiatement prendre le problème de façon bien directe, de sorte à ce qu'on évite que ça s'amplifie et que ça devienne une problématique réelle. Quand vous avez alerté votre population, c'est lorsqu'est survenu, il y a 1 an, oui. Une série de méfaits qu'on voulait endiguer. Oui. Et c'est positif parce que ça
ça a resté, cette diminution. Il n'y a pas eu d'augmentation. Au contraire, ça prouve que les faits et gestes posés donnent déjà des solutions. Tout à fait. Et donc, juste pour vous donner l'exemple, on avait les statistiques qui nous ont été remises par la Sûreté du Québec. En octobre dernier, on était à 12 entrées par infraction dans les résidences et commerces de Notre-Dame-du-Nord. En décembre, donc on avait déjà commencé à agir dès le mois d'août, mais le temps que les actions se mettent en place. Et donc, dès le mois de décembre, ça a baissé à 1. Une entrée et un cas répertorié. Ce qui a aussi beaucoup changé, c'est l'implication des citoyens. Les citoyens se sont rendus compte que s'ils voulaient que ça change, ils devaient s'impliquer. En rapportant les entrées par infraction, en rapportant les vols, en rapportant les méfaits, en donnant de l'information au niveau de la Sûreté du Québec. Ce que ça a fait, tout ça, c'est que il y a pu y avoir des arrestations, il y a pu y avoir des perquisitions qui ont été faites, des objets qui ont été rendus à leurs propriétaires. Et depuis ce temps-là, ça reste. Et le sentiment de sécurité de la population s'est grandement amélioré avec tout ça. Et donc, on ne veut pas s'asseoir sur nos lauriers. On est bien heureux de voir que on est bien en deçà des statistiques régionales et qu'on est bon élève à ce niveau-là. Mais ce qui est important, c'est aussi de s'adresser aux causes. Et donc, ces causes, qu'ils soient des problèmes de santé mentale, qu'ils soient les problèmes qu'on vit avec l'itinérance, qu'ils soient les problèmes qu'on vit avec les problèmes de consommation de drogue, il faut les adresser, il faut s'en occuper afin d'éviter qu'on retombe dans une situation où les vols, on ait une recrudescence des vols et des méfaits à Notre-Dame. La fermeture définitive de l'usine de panneaux OSB d'Arbec à Amos inquiète Unifor, qui voit un autre recul pour l'industrie forestière en Abitibi et au Témiscamingue et un signal d'alarme pour l'économie régionale. Les quelques 90 membres du syndicat ont appris la nouvelle de leur employeur la semaine dernière. L'arrêt permanent des activités survient alors que l'usine était inactive depuis plusieurs mois. Selon Unifor, cette fermeture fragilise davantage la chaîne de transformation du bois dans une région fortement dépendante du secteur forestier. Le directeur québécois d'Unifor, Daniel Cloutier, rappelle qu'Amos avait déjà perdu 150 emplois lors de la fermeture de l'usine de papier de produits forestiers résolue. C'était il y a 5 ans. Il estime qu'il devient urgent de revoir le modèle de développement forestier et industriel pour freiner le déclin des emplois liés à nos forêts. Le représentant national d'Unifor à Amos, Frédéric Auger, a souligné qu'une majorité des travailleurs touchés ont réussi à se relocaliser, souvent à l'extérieur du secteur forestier. Il juge préoccupant de voir des travailleurs quitter une industrie historiquement importante pour notre région. Le syndicat affirme qu'il continuera d'accompagner ses membres durant la période transitoire. Et le département numérique de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue a rayonné sur la scène québécoise de la création numérique alors que la diplômée Fanny Pimpurnio a remporté le prix Relève étudiant en création numérique lors du gala des prix Numix. Ça avait lieu le 28 mai à Montréal. Son projet Panopticode, d'une installation immersive qui explore les enjeux de la surveillance et des données dans un univers à la frontière du réel et du numérique, lui a valu la distinction décernée par des jurys composés de professionnels et professionnels des milieux culturels et numériques, hommes et femmes. Cette reconnaissance s'accompagne notamment d'un accès à des formations du campus SAT et d'une journée de mentorat dans les studios de Marmon Factory. L'UQAT a également souligné la présence parmi les finalistes du projet HopeGuard, réalisé par une équipe de finissantes et finissants du baccalauréat en création de jeux vidéo du campus de l'UQAT à Montréal. Et c'est en octobre prochain que doivent avoir lieu les élections provinciales 2026 au Québec et déjà certaines personnes montrent leur intérêt pour ce 44e scrutin. En Abitibi-Témiscamingue, certains candidats se font connaître, notamment 2 membres du Parti québécois se sont lancés pour l'investiture dans Rouyn-Noranda-Témiscamingue qui devrait avoir lieu avant la Saint-Jean. TV-Témis souhaite rencontrer les candidats dans notre comté, donc contactez-nous. Aujourd'hui, l'entretien va avec Jean-François Vachon.
Jean-François Vachon, on a eu au cours des dernières heures une annonce de Mme Diane Dallaire qui vous affrontera à l'investiture. Est-ce que ça vous choque un peu ou comment vous réagissez? Ben, je pense que c'est la démocratie qui va être en action. Les membres vont avoir le choix de choisir leur candidat. Je pense que je représente la jeunesse, je représente un nouveau leadership. Puis ça, c'est ce que je veux démontrer dans cette campagne-là à l'investiture, qu'on a besoin d'une nouvelle voie. Moi, je veux continuer mon implication. Je suis là depuis 2022 au Parti québécois. J'étais là dans les activités. J'ai travaillé depuis 2022 à être prêt pour cette élection-ci en 2026. J'ai écouté les gens, j'ai écouté les solutions qui sont à proposer. Puis ce que je veux apporter cette voie-là forte. Je veux apporter une voie qui va défendre l'Abitibi-Témiscamingue. Puis en même temps, je suis un indépendantiste. Puis je crois que l'Abitibi-Témiscamingue va bénéficier de l'indépendance du Québec parce que ça va nous permettre d'avoir les pouvoirs ici en Abitibi-Témiscamingue puis de pouvoir avoir les moyens de nos ambitions. Et M. Vachon, vous êtes au Témiscamingue au moment où on se parle. Quelles sont les choses que le PQ et Jean-François Vachon espèrent prioriser dans cette partie de la région? Bien, j'ai d'abord le complexe des eaux profondes. Pour moi, c'est une nécessité d'avoir des infrastructures sportives. C'est ce qui fait l'attraction d'une région puis d'un territoire. C'est ce qu'on a besoin au Témiscamingue. Je pense que c'est quelque chose qui est nécessaire. On voit la communauté qui est mobilisée derrière ça. Je pense qu'il faut aussi penser à tout ce qui est l'agriculture puis l'industrie forestière. Ça va mal dans l'industrie forestière et il faut trouver des solutions pour y répondre. Il faut transformer la ressource ici, chez nous. C'est comme ça qu'on va créer des produits à valeur ajoutée. Puis ça, c'est quelque chose que je crois énormément. Je pense que le Témiscamingue gagne à faire ça. Puis en agriculture, ben, ce que j'ai le goût de dire, c'est il faut que les programmes de gestion de risque répondent aux préoccupations des agriculteurs. Il faut pas que ça soit une loto-agriculture. Il faut que ça soit des programmes qui sont prévisibles, qui répondent. Quand il y a un choc, ces programmes-là doivent répondre pour s'assurer que les gens puis les agriculteurs soient capables, les agricultrices soient capables de produire ce qu'ils ont besoin. C'est la nécessité. Tu sais, un peuple vit de sa nourriture. Puis je pense que la souveraineté alimentaire est importante. Je pense qu'on a un travail important à faire pour rendre les produits d'ici disponibles dans nos épiceries en Abitibi-Témiscamingue puis dans nos commerces, dans nos restaurants. On doit être fiers des produits de l'Abitibi-Témiscamingue puis du Témiscamingue. Puis je pense que c'est quelque chose qui est important dans le futur. Puis ça, c'est quelque chose que je veux incarner. Je veux incarner cette voie-là. Je veux défendre les gens de la région puis je veux porter leur voix. Pour moi, c'est ça qui est important puis c'est ce qui anime mon engagement depuis le début. J'aime l'Abitibi-Témiscamingue, j'aime le Témiscamingue, j'aime dire que c'est le secret le mieux gardé du Québec. Puis je vais continuer de défendre cette voie-là au niveau du Parti québécois puis dans les différentes instances. Puis j'espère que je vais être le choix des membres du Parti québécois. Madame Dallaire rappelle votre opposante à l'investiture qu'elle a de l'expérience au niveau politique, ayant été évidemment mairesse à Rouyn-Noranda, mais de votre côté, l'expérience, vous la vivez quotidiennement, puisque vous travaillez pour le député fédéral, M. Sébastien Lemire. Oui, exactement. Moi aussi, je travaille dans le domaine politique. J'ai aussi été journaliste pendant 10 ans. J'ai parcouru le territoire de l'Abitibi-Témiscamingue pour couvrir les différents événements, entendre les voix, puis porter la voix. Tu sais, un journaliste, ça porte la voix. Puis c'est un peu la même chose en politique. On porte la voix des gens de la région. Puis j'aime ça que je dire que je suis allé à la meilleure école avec Sébastien Lemire parce qu'il m'a permis d'apprendre puis d'avoir un terrain de jeu pour défendre la région puis de voir les valeurs qu'il véhicule. Pour moi, c'est un peu ce que je veux apporter à Québec. C'est cette couleur-là. Ce fait d'être capable de nommer la région, de faire venir les gens de la région pour parler dans les comités parlementaires. C'est ce qui transcende mon engagement depuis le début avec Sébastien Lemire. Puis c'est ce que je veux continuer de faire. Puis c'est ce que j'ai fait depuis que je suis journaliste aussi. C'était porter la voix de la région. Et je veux continuer de le faire. Je veux le faire pour les gens de Rouyn-Noranda. Je veux le faire pour les gens du Témiscamingue. Je veux le faire pour les gens des différentes villes et villages de la région. Et on en est au sport. En terminant, 3 élèves du Centre de service scolaire du Lac-Témiscamingue représentent la région en fin de semaine qui vient lors du championnat provincial scolaire, le CPS d'athlétisme à Sherbrooke. Gabriel Toupin, Lucas Gérard et Youssef Oulage porteront les couleurs du C2SLT et de l'équipe des Tamias dans le cadre de cette importante compétition qui réunit les meilleurs athlètes scolaires au Québec. La communauté scolaire d'ici leur souhaite la meilleure des succès pour cette expérience provinciale, tout comme TV Témis. Go Tamia, go! Voilà, c'est complet. Passez une bonne semaine. On se retrouve la semaine prochaine sur vos ondes. La télé communautaire vous y attend.